Merci pour l'introduction, pour l'invitation. Donc en effet, je vais vous parler un petit peu de performance et de robustesse. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu ensemble, parce que mon rôle un petit peu là, c'est de vous perturber quand même ce soir. Donc je propose un petit jeu tout simple. Vous pouvez rester assis ou debout, si vous êtes debout. C'est juste de se croiser les bras. Voilà. Croisez-vous les bras et regardez où sont vos mains. Est-ce que c'est à droite ou à gauche, quoi, celle qui est en haut. Moi, avec le micro, c'est un peu compliqué. Oui. D'accord. Bon, normalement, c'est 50-50. Hein. Vous pouvez vous relâcher. Et maintenant, recroisez-vous les bras. On y retourne. Alors, est-ce que c'est du même côté? Ouais. Voilà. En général, c'est du même côté. Vous pouvez vous relâcher. Et maintenant, essayez de croiser les bras de l'autre côté. Alors là. Voilà. Ok, tout le monde y est arrivé? Bon, alors vous pouvez vous relâcher. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu dire avec ce petit jeu? En fait, je vais vous dire deux choses très simples. La première chose, ce sont nos habitudes qui construisent les crises. Ce sont nos habitudes qui construisent les crises. On fait beaucoup de choses de façon réflexe, sans réfléchir, et c'est ça qui nous met dans le pétrin, en général. La deuxième chose, c'est qu'on peut changer, mais ça demande du temps et des efforts. Et donc, vous avez pu faire l'expérience avec le croisement des bras. Alors, je vais vous donner juste une petite photo quand même pour me présenter. Donc voilà, vous avez vu, voilà, c'est mon labo. Donc il y a des plantes, on travaille sur la forme des plantes. Et puis là, Michel Serres, peut-être certaines d'entre vous le connaissent. Donc c'est un philosophe, c'était un philosophe du terroir et des techniques, comme je dis souvent, et qui a publié Le Contrat naturel en 90, et qui dit en gros que dans toute interaction humaine, on oublie tout le temps le troisième partenaire, qui est la nature. Et en fait, bon, dans l'institut, enfin, il a été fondé par Michel Serres, hein, cet institut, et on essaye de rendre ça opérationnel, quoi, avec des outils, etc. Alors, je vais commencer avec un petit point historique, et ce sera mon seul point historique, avec la Renaissance. Alors, pourquoi je pars 500 ans en arrière? Parce que la Renaissance, c'est un moment assez intéressant dans l'histoire de l'humanité. Il se passe plein de choses à la Renaissance. Hein. C'est Christophe Colomb qui découvre l'Amérique, qui redécouvre l'Amérique, on pourrait dire. C'est les échanges de fruits et légumes, c'est les échanges de maladies aussi. Enfin, il se passe vraiment les plantations. Voilà, c'est le début de la colonisation. Il se passe vraiment plein de choses. Et puis, c'est aussi le moment où on invente la perspective. La perspective. Alors la perspective, hein, c'est ça, hein, c'est des tableaux avec la ligne de fuite, hein, donc ils sont très réalistes. Alors cette perspective, pourquoi je vous parle de perspective comme ça, là, de but en blanc? Et bien en fait, la perspective en latin, ça se dit commensuratio. Je ne sais pas si vous lisez, mais ouais, c'est là, commensuratio. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et ben, ça veut dire que quand on invente la perspective, on fait des dessins réalistes. Et donc le monde devient mesurable. Commensuratio, ça veut dire ça. Ça veut dire que le monde devient mesurable. Si le monde devient mesurable, il devient exploitable. Et donc là, la perspective, si je vous le dis un petit peu brutalement, c'est une déclaration de prédation sur le territoire. C'est un moment où on prend le territoire, on va le contrôler et où on va l'optimiser pour nos besoins, parce qu'on est capable de le dessiner. Alors si j'accélère 500 ans plus tard, eh ben, c'est ce qu'on fait toujours en fait. On dessine le territoire, on l'optimise, donc l'urbanisme, hein, évidemment. Mais c'est voilà, donc ici là je vous amène à Lyon-Pardieu, mais c'est vrai partout hein, évidemment. Donc on optimise le territoire, on optimise l'agriculture hein, évidemment. Là vous avez un élevage de poules, le paysage. Le paysage, c'est un paysage qui est optimisé, hein, quand vous regardez bien. Et donc tout ça, en fait, ça interroge quand même. Hein, c'est qu'à force de tout aménager comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, alors, les artistes s'en emparent beaucoup de cette question-là. Et là, vous avez un paysage d'un artiste qui s'appelle Yang Yang. Et si vous regardez bien, alors de loin, je pense que vous n'allez pas forcément voir les détails, mais peut-être devant, vous allez voir qu'il y a des grues dans ce paysage qui est pourtant une peinture style 16e siècle, hein, plutôt éloignée. Et puis si je zoome un petit peu, en fait, vous voyez que toutes les montagnes, en fait, ce sont des bâtiments, des immeubles qui sont empilés les uns sur les autres. Ben ça c'est un petit peu pousser le bouchon jusqu'au bout. C'est la Renaissance, c'est la perspective poussée jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a tellement aménagé la nature que le dehors est devenu un dedans. C'est un petit peu comme ce qu'on fait dans notre salon quand on veut poser la table basse. Bah, voilà, on fait à peu près pareil avec les montagnes, les champs, les villes. Alors ça, c'est un point clé quand même. Pour comprendre notre époque, elle est ancrée dans la valeur du contrôle et de l'optimisation et de la performance en général. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée de tout optimiser, de tout le temps être dans ce culte de la performance?
Alors, peut-être que je définisse la performance, juste pour qu'on soit clair, quand je dis performance. La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc, quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Alors, du coup, est-ce que c'est une bonne idée, ça? Alors, vous allez voir que je suis assez critique là-dessus. Les gains de performance, en général, à partir d'un certain seuil, ils deviennent contre-productifs. Et donc là, vous voyez sur cette photo un exemple typique de deux optimisations qui se rentrent l'une dans l'autre. Là, vous avez le canal de Suez et un porte-conteneurs. Les deux optimisent le transport maritime international, mais il suffit qu'il y ait un bateau qui soit oblique dans le canal, et d'un seul coup, on se rend compte que l'Europe est dépendante de la Chine pour des produits vitaux, comme les médicaments. Donc, en fait, je peux le résumer en une phrase, hein. Optimiser fragilise. Quand vous optimisez, vous fragilisez. Si vous voyez le mot optimiser quelque part, il faut vous demander qu'est-ce que je fragilise. C'est toujours le cas, hein, il y a toujours une fragilisation. Donc ça, c'est le premier point, la première critique qu'on peut faire à la performance, c'est qu'en fait, quand on fait de la performance, quand on fait de l'optimisation, on ne le dit pas toujours, mais en fait, on a une vision réductionniste du monde. C'est-à-dire qu'au lieu de, quand on a des problèmes, finalement, on n'arrive pas à les résoudre, alors qu'est-ce qu'on fait? On les réduit, on fait des problèmes plus petits. Ceux-là, on peut les résoudre, mais quand on résout ces petits problèmes, en général, on crée des problèmes ailleurs. Donc c'est un petit peu cette image-là de la pelote de laine. Le monde, c'est des laines avec des textures différentes, des couleurs différentes, et nous, on prend un fil, on le fait passer par le chat de l'aiguille, et puis on pense qu'on a résolu notre problème. En fait, non, on a fait des nœuds ailleurs. C'est ça qui se passe. Donc ça, c'est le premier point. Alors, deuxième point, critique de la performance, le deuxième point, c'est cette histoire d'effet rebond. Très bien documenté depuis très longtemps, hein, depuis le 19e siècle. Hein, autant dire que c'est très bien documenté. Donc là, vous avez un exemple avec les frigos. Donc les frigos, dans les années 60, hein, ils consommaient beaucoup d'énergie. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, les frigos, ils sont beaucoup moins énergivores, donc ils sont plus efficients d'un point de vue énergétique, donc ils coûtent moins cher. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié les frigos, on en a mis dans toutes les pièces, on a fait des frigos plus gros, on les a déclinés, la cave à vin, on les a augmentés, on les a connectés, enfin bon, bref, voilà. Et donc la population de frigos, actuellement, consomme plus d'énergie. Par unité, ça consomme moins d'énergie, mais vu que c'est attractif et qu'on a multiplié, ça consomme plus d'énergie. Alors ça, c'est vrai pour les frigos, c'est vrai pour le charbon, c'est vrai pour le pétrole, c'est vrai pour les métaux rares, c'est vrai pour la lessive concentrée, c'est vrai pour le format familial hein, dans le supermarché, c'est vrai pour le mot de passe que vous entrez tous les jours sur votre ordinateur. Il y a des effets rebonds absolument partout. Hein. Ça, c'est bon. L'efficience conduit à ça. Troisième critique, j'y vais. Troisième critique, la loi de Goodhart. La loi de Goodhart, qu'est-ce qu'elle dit? La loi de Goodhart, elle dit quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand vous mettez un indicateur de performance quelque part, vous allez tout faire pour atteindre cette performance. Donc, c'est très facile à repérer, ça, notamment dans le sport de compétition. À Paris, on va voir les JO en 2024, dans pas très longtemps. Et donc là, vous voyez un artiste qui a repris les anneaux olympiques avec la version un petit peu pharmacologique, on pourrait dire. Donc en fait, quand vous voulez être sur le podium, ce qui peut se passer, hein, ce n'est pas toujours le cas, mais ce qui peut se passer, c'est du dopage, du blanchiment d'argent, des paris d'argent, de la triche, beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le sport, mais qui ont tout à voir avec la compétition. Donc ça, c'est vrai pour le sport de compétition, mais c'est vrai pour l'éducation, hein, le bachotage avant les examens, etc. C'est vrai pour absolument tout. Hein. C'est vraiment une loi très très générale, également très très bien établie. Donc dès qu'il y a un indicateur de performance, là, il faut que l'alerte s'allume. Donc voilà, il y a d'autres exemples. Moi, je peux prendre mon exemple aussi. Hein. Les chercheurs, c'est pareil. Hein. Nous, les chercheurs, on a un facteur H, hein, qui est notre indicateur de performance de recherche. On publie dans des journaux qui ont des facteurs d'impact, qui eux-mêmes sont... voilà. Vous avez vu pendant la période Covid, hein, les chercheurs, d'un seul coup, la science a été très savonnée quand même. Hein. Il y a eu beaucoup de performances qui allaient très très vite. Et du coup, on a fait de la science qui était beaucoup moins bonne pendant cette période-là. Bon, enfin, je ne vais pas épiloguer, mais ouais, la performance s'auto-justifie au bout d'un certain seuil. Mais le point le plus important... Finalement, ces trois critiques-là, ça veut juste dire que les performances, ça ne marche pas. Hein. Au bout d'un certain seuil, ça devient vraiment contre-productif. Mais il y a un sujet existentiel. La quatrième raison qui fait qu'il faut qu'on se questionne sur la performance, c'est évidemment la question socio-écologique. C'est-à-dire qu'il y a bien quelqu'un qui paye pour notre performance et qui paye au prix fort. Et donc, qui paye pour notre performance? Ce sont les écosystèmes, évidemment.
Alors, donc c'est les 4 sujets là, hein. Alors, je ne vais pas vous faire un constat, hein, mais les 4 sujets, quand même, juste que ce soit clair, c'est la pénurie de ressources renouvelables et pénurie de ressources non renouvelables, hein, les deux, l'eau, le bois, hein, par exemple, la crise climatique, l'effondrement de la biodiversité et les pollutions globales. Donc ça, c'est les 4 sujets qui vont nous occuper pour le siècle à venir. Et ça, c'est un produit de la performance. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le GIEC, c'est même la CIA, je veux dire, en fait, les rapports scientifiques de tous les styles le disent, hein, c'est pas que moi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait face à ça? Parce que ça, c'est un sujet, c'est un enjeu existentiel, hein, très clairement, pour le siècle qui vient. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, encore plus d'optimisation, encore plus de performance. Donc là, je vais vous prendre juste 2-3 exemples, hein, il y en a plein d'autres, mais ici, là, je vous montre les éoliennes géantes qui sont au large du Royaume-Uni. Donc, c'est des éoliennes qui font 260 mètres de haut, hein, qui sont à peu près de la taille de la Tour Eiffel, hein, qui est derrière. Ces éoliennes géantes, elles ont des pales qui font 100 mètres de long. C'est en composite, donc c'est recyclable, réparable. Dedans, il y a du balsa qui vient des forêts équatoriales. Et à l'intérieur, il y a un aimant de 7 tonnes qui est bourré de métaux rares. Donc il va falloir qu'on m'explique ce qu'il y a d'écologique dans ces grandes éoliennes. Là, vous voyez la performance qui perd complètement la boule, hein. Bon, ça, c'est les éoliennes géantes. Le tout électrique, alors ça aussi, c'est assez pratique. Le tout électrique, il y a des super projets dans le tout électrique, hein. Voilà, il y a des petits projets qui peuvent être sympas, mais le tout électrique est-il bien pensé? Pensez que, par exemple, une voiture électrique, hein, de base, c'est 80 kg de cuivre, alors qu'une voiture thermique, c'est 20 kg de cuivre, hein. Il y a 4 fois plus de cuivre dans une voiture électrique, une Zoé, hein. Une Tesla, c'est 240 kg de cuivre, hein. Ben, le cuivre, le pic de cuivre, on l'attend entre 2040 et 2075. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas remplacer toutes les voitures par des voitures électriques, juste si on suit le cuivre. Alors, je ne vous parle pas du lithium, du cobalt et du reste. Donc le tout électrique est mal pensé quand même, hein. Enfin, il y a des super projets, encore une fois, hein. Je ne veux pas être que négatif, mais on a raté des choses quand même. Puis un dernier exemple, c'est le plus simple, l'ampoule basse consommation. Donc là, l'idée, c'était de réduire la consommation énergétique, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des ampoules avec du mercure dedans. Donc on réduit la consommation pour diffuser du mercure dans les foyers. Enfin, là aussi, quand même, on se dit, c'est très maladroit tout ça, quoi, pour le dire simplement, hein, c'est quand même très très maladroit. Donc du coup, bon, on se dit quand même, ça colle plus. Et puis alors, il y a aussi d'autres exemples qui montrent que en fait, ça marche quand même pas très bien pour l'instant, notre trajectoire. Là, je vous montre là ici, alors vous voyez probablement pas bien de très loin, mais là, c'est juste le temps. Et ça, c'est les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Donc vous voyez que ça augmente, ça c'est pas un scoop, hein. Mais en 88, le GIEC a été créé. Donc le GIEC qui suit ça est censé avoir un impact, hein. Bon, bah, vous voyez que l'impact est relativement minime, hein, quand même, hein. Le GIEC, pour l'instant en tout cas, ça n'a pas vraiment fonctionné sur les conséquences sur le CO2 dans l'atmosphère. Un autre exemple, c'est les objectifs du développement durable. Donc on va tous être d'accord sur les objectifs du développement durable, hein, c'est très consensuel, hein, arrêter la pauvreté, avoir accès à de l'eau potable, super, hein, c'est très très bien. Mais est-ce que c'est opérationnel? Là, il y a 17 objectifs. Donc vous voyez le mot objectif, hein, efficacité, performance. S'il y a 17 objectifs, ça veut dire qu'ils sont en compétition les uns avec les autres. Donc en fait, on pourrait mettre tout son argent, toute son énergie pour atteindre l'objectif 6, d'avoir accès à de l'eau. Et puis comme ça, on n'arrivera jamais à atteindre l'objectif 1, qui est d'annuler la pauvreté dans le monde. Donc c'est pas très bien pensé tout ça. Il y a aussi un autre problème, hein, l'objectif 8, là je vous le mets pas en gros, mais l'objectif 8, il y a l'objectif de croissance économique. Alors si on a dépassé les limites planétaires, la croissance économique va quand même falloir laisser tomber ça, il va falloir passer à autre chose, hein. Pas forcément de la décroissance, mais ça ne sera pas de la croissance économique comme on l'a vu auparavant. Donc en fait, on se rend bien compte que là, on est un peu perdu, quoi. Il nous manque des choses. Et du coup, bah alors moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de faire un pas de côté, prendre un peu de recul, et de résumer tous les rapports scientifiques du GIEC, de l'IUCN, de l'IPBES, comme je disais, de la CEA, de l'OCDE, etc. Qu'est-ce qu'ils nous disent, tous ces rapports sur le siècle qui vient? Le siècle qui vient, il est fluctuant, il est turbulent. C'est ça le message principal de tous ces rapports scientifiques. Il n'y a qu'un mot. Il ne faut pas retenir les tonnes de CO2 et tout ça. C'est intéressant, mais ce n'est pas le sujet. Le premier point, c'est que le monde va devenir fluctuant. Plus de tempêtes, plus d'inondations, plus de remous sociaux, plus de remous géopolitiques, ça va tanguer, quoi. Donc c'est bien, on est sur une péniche, donc voilà, on expérimente le monde fluctuant qui vient, on est dedans. Dans un monde fluctuant, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. Comment habiter un monde fluctuant?
Et bien, dans le monde fluctuant, peut-être qu'il faut arrêter de tout contrôler et arrêter de tout optimiser. Et donc, c'est pour ça que je dis parfois qu'on arrive à la fin du néolithique. Donc, c'est même pas la fin de la Renaissance, c'est la fin du néolithique. Le néolithique, qu'est-ce que c'est? C'est il y a 10 000 ans, quand les humains inventent l'agriculture, la sédentarisation, l'élevage. Donc, un moment, en fait, où on commence à contrôler la nature. Le néolithique, c'est le moment où les humains déclarent contrôler la nature. Et bien là, on se rend compte que notre excès de contrôle nous a fait perdre le contrôle. On est dans un monde qui va devenir plus fluctuant. Et plus on veut le contrôler, plus il devient fluctuant. Donc c'est un changement, hein, c'est une révolution copernicienne. Hein. Il va falloir habiter un monde fluctuant et l'habiter vraiment. Alors comment on fait pour faire ça? Et ben, c'est là qu'un biologiste est utile, on va dire, parce que justement, les professionnels du monde fluctuant, les professionnels des turbulences, ce sont les êtres vivants. Les êtres vivants, ça fait des millions d'années, voire même des milliards d'années, qu'ils vivent dans un monde turbulent, fluctuant. Donc il y a des recettes, ils savent comment faire, les êtres vivants. Alors je ne dis pas qu'il faut copier les êtres vivants, mais au moins il y a des recettes à apprendre, il faut peut-être écouter. Si ça se trouve, on a la solution devant les yeux, et il faut juste bien regarder, quoi. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que ces êtres vivants? Est-ce que les êtres vivants font de la performance? Est-ce qu'ils font de l'optimisation? Eh bien non. Les êtres vivants ne font pas de l'optimisation, ils ne font pas du contrôle, ils ne font pas de la performance. Qu'est-ce que font les êtres vivants? Les êtres vivants, ils font des interactions. Et c'est à peu près tout, hein, finalement. Ils font des interactions. Alors ici, là, je vous montre juste un exemple, juste pour l'illustrer. Là, vous avez un sol forestier japonais, là, peut-être que vous voyez. Ça, c'est un sol forestier, c'est le réseau d'interaction dans un sol forestier au Japon. Et si vous allez dans une forêt, que vous grattez un peu le sol, vous allez tomber sur les racines, et les racines, elles sont blanches. Alors, elles ne sont pas blanches, les racines, c'est qu'il y a un manchon de champignons autour de toutes les racines. Et en fait, c'est ça l'idée, hein, c'est que les êtres vivants sont toujours en interaction avec d'autres êtres vivants. Et là, ce que vous voyez sur ce diagramme-là, qui est assez cryptique comme ça, là, les points rouges, ce sont des plantes, et les points d'autres couleurs, ce sont des champignons. Et vous voyez, une plante interagit avec des tas de champignons différents. Les champignons interagissent avec d'autres plantes qui interagissent avec d'autres champignons. Donc c'est voilà, une boule d'interaction dans tous les sens. Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Hein. Il y a d'autres champignons, il y a des bactéries qui ne sont pas représentées. Donc c'est vraiment un énorme réseau d'interactions. Que font les êtres vivants avec toutes ces interactions? Eh bien, ils font trois choses. La première chose, c'est qu'ils font de la circularité. C'est un peu les trois principes du vivant, hein, si vous voulez. Première chose, circularité. Donc les êtres vivants sont inclus dans les cycles de la Terre, tous. Donc ça veut dire qu'un arbre, par exemple, un arbre en région tempérée, ça évapore 500 litres d'eau chaque jour. C'est quand même beaucoup, hein. Ben ça veut dire que les plantes sont incluses dans le cycle de l'eau sur la Terre, et c'est pareil pour le cycle du carbone, de l'azote, etc. Donc ça, c'est voilà, circularité. J'ai envie de dire que pour les humains, c'est pas une grosse découverte, parce que voilà, il y a l'économie circulaire qui arrive, donc on commence à s'y mettre, hein, le recyclage, la réutilisation, etc. Donc ça, c'est voilà, bon, c'est pas un scoop, mais c'est quand même grâce aux interactions qu'on peut faire de la circularité chez les êtres vivants. Alors, il y a un deuxième principe, c'est que les êtres vivants, avec ces interactions, ils coopèrent. Et alors là, je voudrais quand même déminer un peu une idée préconçue sur les êtres vivants. Peut-être que vous avez vu des documentaires animaliers, à la grande époque où on voyait voilà, ces lions qui chopaient les gazelles. Là, enfin, c'était un peu des films d'horreur, hein, quelque part, les documentaires animaliers. Alors ça donne un peu l'impression que les êtres vivants sont tout le temps en compétition. En fait, voilà, la loi du vivant, c'est vraiment horrible, quoi. Bah, en fait, non. Hein. Alors, maintenant, on le sait, ça. Hein, c'est qu'on a pu analyser toutes les interactions dans les écosystèmes au niveau moléculaire, enfin à toutes les échelles, et il y a plus de coopération que de compétition chez les êtres vivants. C'est la coopération qui domine. Juste pour voilà, remettre les choses à leur place. Également Darwin, hein, parce que souvent on cite Darwin, la loi du plus fort, voilà, la sélection du plus adapté. Alors Darwin ne dit pas du tout ça. Hein. Je vous invite à lire L'origine des espèces. Darwin, il est obnubilé par les organes rudimentaires, vestigiaux, les organes qui servent à rien. Parce que justement, ce sont ceux qui évoluent le plus vite. C'est le moteur de l'évolution. Donc c'est pas du tout la sélection du plus adapté, hein, c'est plutôt la sélection du plus adaptable. Et là, ça change pas mal les choses. Quand même. Alors sur la coopération, il y a quand même quelque chose de fascinant, c'est qu'on peut le démontrer. On peut l'observer, cette coopération. Donc là, en fait, vous pouvez faire, peut-être pas vous, mais voir un petit peu comment ça peut marcher. Là, c'est un flanc de montagne, comme vous voyez, et ce qu'on peut faire, en fait, c'est en haut de la montagne, si vous déracinez un arbre,
Vous savez, en général, quand on déracine un arbre, ce qui se passe, c'est que les autres arbres vont boucher la clairière, hein, c'est ce qu'on voit en général. Bah, si vous faites ça en haut de la montagne, dans des conditions difficiles, hein, parce que les sols sont pauvres, il gèle, il y a du froid, il y a des UV, il y a du vent, enfin voilà, c'est des conditions dures. Dans ces conditions-là, si vous déracinez un arbre, les arbres autour vont souffrir. Ils vont baisser en biomasse, ils vont arrêter de croître, parce que là, vous avez enlevé un partenaire. Donc ça, c'est un peu la démonstration qu'il y a bien de la coopération chez les êtres vivants, notamment dans les conditions difficiles. Et donc ça, c'est une loi générale, hein. C'est vrai pour les abeilles dans une ruche, c'est vrai pour les cellules de votre corps, c'est vrai vraiment partout, partout, partout. Ouais, manchot sur la banquise, c'est vrai partout. Donc ça, voilà, la coopération. Mais c'est pareil, ça j'ai envie de dire, bon, il y a toujours cette idée de compétition qui traîne un petit peu, mais quand même, la coopération, ça vient de plus en plus, on parle de plus en plus du microbiote, hein, par exemple, nos interactions avec nos bactéries qu'on a dans l'intestin, etc. Donc, on commence à y venir, quoi. Donc ça, c'est pas non plus un scoop, j'ai envie de dire, mais bon, ça vient. Alors, je voudrais insister sur le troisième principe, parce que c'est le plus important et c'est celui qu'on oublie tout le temps. Ce troisième principe, c'est le principe de robustesse. Principe de robustesse. Alors, c'est quoi la robustesse? La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. C'est un bateau, hein, pour ce modèle. Vous voyez à peu près de quoi je parle. On prend des marges de manœuvre pour être stable quand ça fluctue. Et alors, comment on fait de la robustesse? Comment on fait de la robustesse? Les êtres vivants, ils nous donnent la recette. Vous voyez, même des fluctuations sonores. Le vivant nous donne une recette pour être robuste. Comment font les êtres vivants pour être robustes? Ils vont contre la performance. Pour être robuste, il faut aller contre l'efficacité et contre l'efficience. Alors ça, c'est très bien démontré maintenant, et c'est pour ça que je peux vous en parler en toute confiance, parce que maintenant, ça on le savait déjà dans les écosystèmes dans les années 80, etc. Mais là, depuis 20 ans, on a pu le démontrer à l'échelle moléculaire également. Donc ça, c'est une loi générale qui va de la molécule à l'écosystème. Alors c'est quoi ce programme politique du vivant? C'est tout ça. Inefficacité. Il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants, c'est-à-dire le globule rouge ne veut pas devenir vert, hein, on ne sait pas ce qu'il va devenir, mais il est rouge pour l'instant. Hétérogénéité, c'est hyper hétérogène, les êtres vivants. Pensez à la biodiversité, hein, il y a plein d'espèces différentes, donc voilà, beaucoup d'hétérogénéité, beaucoup d'incertitudes, il y a énormément de processus qui sont aléatoires chez les êtres vivants. Il y a tout un champ de la biologie qui s'appelle la biologie stochastique, qui n'étudie que les processus aléatoires chez les êtres vivants. Beaucoup de lenteur, beaucoup de délai. Tous les processus qui sont oscillants, vous êtes sûr qu'il y a un délai quelque part, il y a une lenteur. Hein, donc pensez au cycle cellulaire, au cycle menstruel, c'est pareil, voilà, il y a des délais dans tous les sens. La redondance, il y a énormément de redondance chez les êtres vivants. Hein, pensez au nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre, ou alors sur les réseaux moléculaires, c'est pareil, voilà, il y a énormément de molécules qui se ressemblent et qui font un peu la même chose. Énormément d'incohérences. Alors ça, c'est presque le plus dur. Les incohérences. Donc les incohérences, c'est quoi ça? Ça veut dire que si vous regardez notamment les réseaux moléculaires, c'est là où c'est le mieux démontré, vous allez trouver un facteur qui active et inhibe la même chose. Ça, c'est très incohérent. Pensez en fait l'image mentale d'un être vivant, si vous voulez, ce que vous pouvez prendre, c'est un automobiliste qui a le pied sur le frein et sur l'accélérateur en même temps. Voilà, ça c'est assez incohérent, mais en fait cette incohérence permet de stabiliser le système. Voilà, en fait, vous faites des fluctuations internes qui vont vous servir de bouclier contre les fluctuations extérieures. Ça, c'est les incohérences. Et le dernier point, c'est l'inachèvement, parce qu'un être vivant n'est jamais fini. Quand il est achevé, il est mort. On est tout le temps en train de se régénérer. Hein. Actuellement, vous êtes tous et toutes en train de vous régénérer. Voilà, ça, c'est l'inachèvement. Donc ça, c'est les grands principes. Et vous voyez, ce ne sont que des contre-performances. Ce ne sont pas des performances, ce sont des contre-performances. Et avec ça, vous mettez du jeu dans les rouages, des marges de manœuvre, et vous faites de la robustesse. Alors, je vais quand même vous le démontrer avec des exemples, avec juste 2 exemples tout simples. La température corporelle, juste pour bien vous convaincre, hein, que ce n'est pas juste moi qui ai le lubile, c'est vraiment quelque chose de bien établi. La température corporelle, donc vous savez, on est à 37 degrés, voilà, 37 degrés. Si j'isole les protéines et les enzymes de votre corps, que je les mets dans des tubes à essai et que je mesure leur activité, je vais tomber sur un optimum d'activité à 40 degrés. Donc ça veut dire que vous êtes à l'optimum de performance à 40 degrés. Alors c'est un peu difficile à croire, parce qu'en général, on est plutôt claqué hein, quand on est à 40 degrés de fièvre. Pourtant, là, c'est là que votre métabolisme et votre système immunitaire est au maximum de performance. Mais vous voyez le truc en fait, hein, c'est qu'à 37 degrés, votre corps, il fonctionne bien, assez bien, quoi. J'ai envie de dire 12 sur 20, quoi. Mais pas plus. Vous êtes vraiment loin du maximum de performance.
Quand vous commencez à avoir de la fièvre, ah ben là, là, vous avez un système immunitaire qui commence à être beaucoup plus performant. Et donc, vous voyez, le message, il est tout simple. C'est-à-dire qu'en fait, en temps normal, on est sous l'optimum, on est sous-optimaux. On n'est pas au maximum, on n'est pas à l'optimum, on est même en dessous pour faire face à une fluctuation imprévisible. C'est ça le secret des êtres vivants, c'est beaucoup de marge de manœuvre. Mais c'est beaucoup de marge de manœuvre, hein. Entre 37 et 40 degrés, il y a certaines enzymes qui sont 1 million de fois plus actives à 40 degrés qu'à 37 degrés. Hein. Ce n'est pas le même corps. Hein. Quand vous avez 40 degrés ou 37 degrés, c'est deux corps différents. Hein. Mais il y a quand même un autre message, c'est que le vivant n'est pas contre la performance, il l'autorise. Mais j'ai presque envie de dire sur dérogation. C'est-à-dire que c'est 3 jours, hein, 40 degrés. Après, c'est mortel. Hein. C'est un burn-out moléculaire. C'est que vos protéines vont se dénaturer et c'est fini, quoi. Ça ne pourra vraiment plus marcher du tout. Quoi. Donc en fait, le corps s'épuise à 40 degrés. Donc vous êtes très performant, mais il ne faut pas que ça dure. Il faut que ce soit transitoire, la performance. Donc, vous voyez, il y a quand même des petits messages qui sont dans le vivant. Alors il y a un deuxième exemple que je veux prendre, c'est la photosynthèse. Alors la photosynthèse, enfin, pour moi, c'est beaucoup plus important. Alors c'est pas parce que je travaille sur les plantes, mais c'est vraiment parce que c'est plus important pour les écosystèmes. Hein. C'est ce qui nourrit la plupart des écosystèmes sur Terre, hein, pour pas dire la totalité des écosystèmes sur Terre. Donc la photosynthèse, c'est quoi? C'est un processus qui permet de transformer un gaz, le CO2, en fibre de carbone. Quand vous voyez une plante, c'est du CO2 polymérisé, on pourrait dire comme ça. Cette photosynthèse, elle existe depuis 3,8 milliards d'années. 3,8 milliards d'années. C'est très ancien, la photosynthèse. Le rendement énergétique de la photosynthèse, c'est moins de 1%. Quand on le mesure au champ, c'est 0,3 à 0,8%. Donc si je le dis différemment, les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. C'est un rendement minable, hein. Enfin, c'est vraiment nul. Enfin, c'est pas nul, c'est pas zéro, hein. C'est pas zéro, mais c'est pas loin de zéro quand même. Donc c'est vraiment pas un très très bon rendement. Alors on peut quand même se demander, parce que 3,8 milliards d'années, aucune trace d'optimisation. Et vous voyez, j'ai mis à côté des panneaux solaires. Les panneaux solaires, on en fait depuis 50 ans et on est déjà à 15% de rendement énergétique. Alors comment ça se fait que nous, en 50 ans, on arrive à faire 15% et que les plantes, en tout cas les organismes photosynthétiques, depuis 3,8 milliards d'années, il reste toujours à moins de 1%. Ça, en fait, on a la réponse aujourd'hui. Et donc, en fait, il faut juste comparer. Là, vous voyez, les panneaux solaires, ils sont noirs. Et on comprend bien pourquoi ils sont noirs, hein, parce qu'il faut que ce soit noir pour absorber tout le spectre lumineux, tout l'arc-en-ciel. Si les plantes sont vertes, ça veut dire qu'elles absorbent qu'une partie du spectre. Elles absorbent le rouge et le bleu, donc les deux extrêmes de l'arc-en-ciel, et puis tout ce qu'il y a au milieu, elles le reflètent comme un miroir. Et c'est pour ça qu'elles nous apparaissent en vert. Donc ça, déjà, il y a un énorme gâchis, hein, de ne pas absorber toute la lumière verte du spectre. Bon, ouais, pourquoi elles font ça? Donc la question, c'est pourquoi les plantes sont-elles vertes? Et la réponse, on l'a. La réponse, alors elle vient de la physique quantique. Donc là, je vais faire une petite acrobatie de biologiste, parce que je ne peux pas aller dans les détails de la physique quantique, je n'ai pas les compétences. Mais je vais vous donner le message tout simple. Si on voulait que la photosynthèse soit au maximum de rendement, il faudrait que les photons, donc les particules de lumière, tombent de façon très régulière, comme ça. Comme une chaîne de montage, hein, si vous voulez. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas ça qui se passe. La lumière, elle fluctue entre le matin, le soir, le nuage qui passe, la température qui change. Donc la qualité, la quantité de lumière change tout le temps. Et puis les cellules, elles aussi, fluctuent. Les cellules se divisent, elles meurent, les protéines se polymérisent, se dépolymérisent. Donc ça fluctue beaucoup à l'intérieur, ça fluctue beaucoup à l'extérieur. Quelle est la solution dans un monde fluctuant? Les scientifiques ont pu montrer qu'il n'y a qu'une solution, c'est d'absorber dans le rouge et d'absorber dans le bleu. Et il faut que les deux pics d'absorption soient éloignés l'un de l'autre pour autoriser les fluctuations. Donc si je vous le dis plus simplement, en une phrase, la question c'était pourquoi les plantes sont-elles vertes? La réponse, pour gérer les fluctuations, les fluctuations, les fluctuations. Il n'est jamais question de performance. C'est ça, les êtres vivants. Les êtres vivants se construisent sur les fluctuations. C'est le moteur. Alors, il y a énormément d'exemples. Hein. Là, j'en ai donné que 2, mais il y en a des milliers. Hein. Et c'est toujours la même idée. On se construit sur ses points faibles quand on est un être vivant. On ne renforce pas ses points forts. Oui, c'est un petit peu, ça demande un peu de... Voilà. Mais dès qu'on prend l'hypothèse que le monde est fluctuant, d'un seul coup, ça fait sens. Hein. Si je vous le dis autrement, le monde de la performance qu'on a construit, nous, les humains, en fait, il y a une hypothèse cachée. Dans le monde de la performance, il faut que le monde il soit stable et en abondance de ressources. Là, ça marche très bien.
Mais dans un monde instable et en pénurie de ressources, il ne faut surtout pas être performant, hein, surtout pas. Il faut être robuste. Alors du coup, ça appelle évidemment à questionner la société, le modèle socio-économique qu'on est en train de mettre en place, et ça questionne aussi la définition du progrès. Alors le mot progrès est un petit peu casse-gueule parce que c'est dangereux, mais là, pour le coup, je trouve que c'est un mot qui est très pratique, parce que ça va me permettre d'illustrer ce que ça peut être le progrès dans le monde de la robustesse. Alors le progrès, jusque-là, le progrès de l'humanité, en fait, je vous résume tout ce que je vous ai dit jusque-là en une courbe. Les courbes, c'est bien pratique, ça permet de synthétiser un grand discours. Le progrès de l'humanité, jusqu'à présent, ça a surtout été des gains de performance. On a augmenté l'efficacité, on a augmenté l'efficience. Donc c'est cette flèche bleue là qui augmente la performance, sauf qu'aujourd'hui, on a tellement augmenté notre performance et on a tellement détruit notre habitat planétaire que plus on augmente les performances et plus la viabilité de l'humanité sur Terre diminue. Donc on ne va pas pouvoir continuer sur cette voie de la performance éternelle. Non, le progrès ne va pas pouvoir continuer sur cette flèche-là. Donc du coup, c'est quoi le progrès au XXIe siècle? Une fois qu'on a réalisé que le monde était fluctuant et allait être de plus en plus fluctuant. Ben, c'est tout simple, hein. Il faut changer d'axe. Le progrès au XXIe siècle, ce sera des gains de robustesse. Et on n'aura pas le choix. Et c'est une très bonne nouvelle également. Mais on n'aura pas le choix, parce que dans un monde fluctuant, il ne faut pas faire de performance. Il faut faire de la robustesse. La robustesse, c'est la réponse opérationnelle à un monde fluctuant, hein. La robustesse, maintenir le système stable malgré les fluctuations. C'est la réponse opérationnelle à un monde fluctuant. Et cette robustesse, voilà, donc elle vient là. Alors on peut se dire, oui, mais alors, moi je ne l'ai pas vu arriver, hein, ce monde de la robustesse. Moi je vois bien toujours le monde de la performance, hein, que ce soit les investisseurs qui veulent de la performance financière, le client qui veut ses produits rapidement, pas cher. Voilà, il y a beaucoup de performance toujours dans ce monde-là. Alors moi je voudrais quand même vous donner quelques pistes pour identifier les précurseurs, ceux qui sont en train de rentrer dans le monde de la robustesse et qui sont en train de le construire. Et celui-là, il est là pour rester, hein. Alors, peut-être qu'il faut que je dise, avant de prendre un exemple, je vais quand même vous dire une petite chose que j'ai oublié de vous dire, hein, c'est qu'on ne peut pas être très performant et très robuste. Ça, je voudrais quand même le clarifier. Vous voyez, c'est sur deux axes différents, mais ce n'est pas par hasard, hein. C'est physiquement impossible, hein. C'est physiquement impossible d'être très performant et très robuste. On peut avoir un équilibre entre les deux, mais si on augmente la performance, on baisse la robustesse. Si on augmente la robustesse, on baisse la performance. Donc il y a quand même cet équilibre-là à trouver. Alors, c'est quoi les exemples de la robustesse dans le monde qui vient? Il y en a plusieurs, enfin il y en a même beaucoup. Là, je vous prends l'exemple de l'agriculture. Donc depuis 1945, on fait une agriculture intensive, hyper performante. Et comment on fait ça? Eh bien, tout simplement en slalomant entre les fluctuations, hein, quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, on annule les fluctuations en mettant de l'irrigation, des engrais, des pesticides. Avec ça, on fait des super rendements, on fait de la performance. Mais par contre, ça crée plein d'externalités négatives, hein. Je ne fais pas un dessin, les pollutions, voilà, l'aliénation des paysans, le suicide des paysans, enfin c'est très multiforme. Donc du coup, c'est quoi la version robuste de l'agriculture? Ben, c'est ce qu'on pourrait mettre sous l'ombrelle de l'agroécologie. Donc dans l'agroécologie, il y a beaucoup de choses. Il y a l'agroforesterie, la permaculture, l'écoculture, le mélange variétaux, enfin il y a plein de choses. Mais en fait là, je vais prendre un exemple tout simple. Prenez la même parcelle. Donc là, c'est un champ de blé, là. En agriculture intensive, hein, la même parcelle, mais au lieu de semer la variété de blé la plus performante, hein, vous allez semer un mélange de variétés de blé. Ben là, d'un seul coup, votre rendement il va être un peu plus faible, parce que vous n'aurez pas mis la meilleure variété de blé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben là, vos pieds de blé, là, ils commencent à communiquer les uns avec les autres, parce qu'ils sont hétérogènes. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, cette parcelle de blé, elle devient plus résistante à la sécheresse et plus résistante aux pathogènes, uniquement parce que vous avez augmenté la diversité génétique au champ. Et ça, c'est en train d'exploser, hein. C'est-à-dire que les paysans en France, là, commencent à s'y mettre fortement. Les grands semenciers s'y mettent aussi. Alors ça, vous voyez, c'est le signe d'un système qui bascule, hein. Quand les grands semenciers, il y en a 5 hein, dans le monde, quand il y en a, voilà, les grands semenciers s'y mettent aussi au mélange variétaux, ça veut dire que c'est vraiment en train de basculer partout, quoi. Et donc, en fait, ce mouvement de la performance à la robustesse, c'est vraiment une révolution. Enfin, c'est pas une bifurcation, c'est pas une transition, c'est une inversion. C'est une inversion. On va faire le contraire de ce qu'on faisait avant.
Donc, dans le monde de la performance, on exploitait les écosystèmes pour augmenter la production. Ça, c'est l'agriculture industrielle intensive. Dans le monde de la robustesse, on va se poser la question inverse. Comment la production peut nourrir les écosystèmes? Et donc ça, c'est vraiment l'inverse, hein, comme vous voyez, et c'est très riche. C'est-à-dire qu'un paysan qui fait de l'agroécologie, eh ben, il ne va pas que faire du rendement en grains. Il va maintenir des sols vivants, il va maintenir l'hygrométrie des sols. Les sols, ils vont capter du CO2, il va coopérer avec ses voisins pour mélanger ces mélanges variétaux, il va maintenir des insectes auxiliaires. Vous voyez, c'est le monde de la richesse des interactions. Le monde de la performance, c'est le monde de la pauvreté des interactions. Le monde de la robustesse, c'est le monde de la richesse des interactions. Donc c'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire que quand on va basculer dans la robustesse, on va vraiment rien regretter du monde de la performance. C'est beaucoup plus riche. Donc ça, c'est pour l'agriculture. Alors, un autre exemple, dans les produits, notamment. Alors là, je prends un exemple un peu caricatural. Là, vous voyez une batterie au lithium, hein, les fameuses. Donc ça, c'est toujours dans le monde de la performance. On fait des batteries super performantes, de plus en plus petites, qui consomment de moins en moins et qui vont de plus en plus loin avec sa voiture, etc. La batterie au lithium. Sauf que, bon, bah, vous savez, le lithium, ces batteries-là, il y a aussi du cobalt qui vient de mines au Congo. Enfin bon, voilà, je vous passe les détails, mais c'est quand même pas très... c'est assez nauséabond comme industrie. Bah, du coup, c'est quoi la version robuste de ça, quoi? C'est quoi la version robuste? Donc, qui n'est pas performante, mais qui est robuste. Eh ben, c'est certains projets où, en fait, on est en train de remplacer tout ce pétrole et tous ces métaux par des matériaux biosourcés. C'est la bioéconomie, si vous voulez. Donc là, vous avez un exemple, une boîte en Suède hein, qui s'appelle Lignia et qui fait des batteries à base de lignine. Alors la lignine, c'est la deuxième molécule la plus abondante sur Terre. C'est une molécule du bois. En fait, quand vous prenez du bois, quand vous faites du papier, bah, vous récupérez la cellulose et vous jetez la lignine. En gros, hein, je vous le dis simplement. Bah, avec cette lignine, vous pouvez faire des pellicules un peu à la Kodak, là, et ces pellicules, elles stockent l'électricité. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez une batterie, alors qui est beaucoup plus grosse. Hein. Ça, c'est pas performant hein, dans ce sens-là. C'est très gros, mais elle est biodégradable, intégralement. Hein. C'est-à-dire que votre batterie en lignine, là, vous la mettez au fond de votre jardin et les champignons vont la manger, et voilà. Donc, ça, c'est le futur, c'est vraiment circulaire, on coopère avec des champignons et c'est robuste. Parce que là, en plus, c'est local, hein, on n'a pas besoin de faire venir de la ligne du Congo, là, hein, ça peut venir juste des forêts parisiennes. Et donc, c'est une nouvelle inversion. C'est une nouvelle inversion fondamentale, c'est là parce que c'est entre le temps et la matière. Dans le monde de la performance, on utilisait de la matière pour gagner du temps. Donc, typiquement, on brûlait du kérosène pour prendre l'avion. Ou on brûlait des métaux pour télécharger son film sur Netflix. Ça, c'est le monde de la performance. Dans le monde de la robustesse, on fait l'inverse. On utilise le temps pour préserver la matière. Donc, ça, c'est la bioéconomie. C'est-à-dire qu'on laisse pousser les plantes, les bactéries, les champignons. Enfin, cette ressource, c'est notre seule ressource renouvelable sur Terre, hein, les plantes. Hein. 82% de la biomasse, c'est les plantes. Donc, il faudra bien attendre que les plantes poussent pour avoir des ressources. Et là, on aura une ressource infinie. Donc, vous voyez, c'est une inversion également. Un autre exemple, j'en ai plus que deux. Un autre exemple, c'est sur la consommation, les objets. Ben, dans le monde de la performance, on fait du jetable. On fait quelque chose qui est très performant, mais qu'on peut jeter immédiatement. Dans le monde de la robustesse, on fait du tout réparable. À vie. À vie. Donc ça veut dire, donc il y a plein de choses. Hein. Alors là, sur le tout réparable, je pense que vous êtes bien au courant, vous avez dû en voir à peu près partout. Là, je prends des exemples. Donc dans le bâtiment, hein, c'est bois terre paille, c'est l'autre BTP, si vous voulez. Donc c'est des matériaux qui sont moins performants que le parpaing, que des matériaux isolants super high-tech. Mais par contre, voilà, sans impact sur l'environnement, avec peu d'impact sur l'environnement, et entièrement réparable, adaptable, réutilisable. Ça, c'est le futur. Hein. C'est le futur. Bon, il y a des exemples plus anecdotiques, mais le Fairphone, c'est un smartphone qui est réparable. Alors vous allez me dire, c'est encore un smartphone, il y a encore voilà, des métaux, tout ça, bon, voilà, c'est embryonnaire, hein, mais quand on a un objet et qu'on est capable de le réparer soi-même, c'est notre relation aux objets qui change aussi. On en prend plus soin. Forcément, c'est plus jetable, on va le réparer. Donc, voilà. Donc ça, vous pouvez le décliner à tout. Hein. C'est-à-dire qu'une voiture, ça devrait être réparable, adaptable à vie. Donc on peut l'agrandir, on peut la réduire, etc. Quoi. Et donc voilà, il y a plein d'ateliers de réparation partout. Et ça, en fait, c'est un mouvement assez fondamental. C'est là aussi une révolution, c'est-à-dire qu'on est en train de quitter le monde de l'économie propriétaire pour basculer dans l'économie de l'usage. Les jeunes aujourd'hui, il y a quelques jeunes dans la pièce, les jeunes aujourd'hui de plus en plus ne veulent pas leur voiture.
qui était pourtant le symbole de la liberté dans les années 80, hein, pour le dire rapidement. Hein. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui ne veulent pas de voiture parce que c'est une charge. C'est une charge financière, c'est une charge mentale, il faut un garage, une carte grise, tout le bazar. Ben voilà, on est passé à l'économie d'usage. Donc ça, c'est aussi, ça suit ça. Alors ça, en fait, c'est aussi une inversion. Donc ça, c'est l'inversion de ce qu'est un ingénieur. Hein. Vous savez, l'ingénieur dans le monde de la performance, c'est le roi. Hein. Parce que l'ingénieur, c'est celui qui fait du contrôle et de l'optimisation. Donc évidemment, voilà, il fait des incréments de performance via des délégations techniques distantes. Ça, c'était dans le monde de la performance. Dans le monde de la robustesse, les ingénieurs ont exactement les mêmes savoirs scientifiques. Mais par contre, c'est le sens des technologies qui a changé. Il s'agit maintenant de faire des développements de technologies qui sont robustes parce qu'elles sont techno-diversifiées. En fait, vous avez tout un ensemble de méthodes pour répondre à des enjeux du futur. Et ce que vise l'ingénieur dans le monde de la robustesse, c'est l'autonomie technique des citoyens. C'est ça. Donc, quand je dis des citoyens, ce n'est pas forcément à l'échelle individuelle, hein. Ça peut être à l'échelle d'un collectif, d'une région, d'un pays, mais pas au-delà. Hein. Sinon, ce n'est pas robuste. Hein. Enfin, vous voyez, si vous avez une technologie qui dépend d'un microprocesseur fabriqué à Taïwan, bon, ben, vous voyez bien que ce n'est pas robuste. Enfin, je ne vais pas faire de caricature. Et alors, je voudrais aussi insister sur un point, c'est que la robustesse n'est pas technophobe. Parce qu'on pourrait un peu avoir l'idée que la robustesse, c'est le retour en arrière, hein, les fameux Amish et la bougie. Hein. Non, non, c'est pas du tout ça. Hein. La robustesse, en fait, c'est technophile. Qui est technophobe? C'est la performance. Le monde de la performance est technophobe. Parce que quand vous faites des technologies très performantes, elles écrasent les autres. Donc c'est le monde de la performance qui est technophobe. Le monde de la robustesse est technophile. Le low-tech, c'est du high-tech qui n'est pas paresseux. Parce que là, on prend vraiment l'ensemble de la planète en jeu. Dernier petit exemple sur les organisations. Ben, les organisations, c'est pareil. Hein. Les organisations, quand elles basculent de la performance à la robustesse, eh ben, elles quittent le burn-out, hein, l'épuisement, pour le dire rapidement. Et donc, il y a plein d'exemples. L'habitat participatif, par exemple. Ça, c'est des habitats avec des citoyens qui s'engagent dans la construction d'un logement et sa gestion. Et c'est la même chose pour l'éducation. Dans le monde de la performance, en fait, on faisait des écoles de la compétition, où il y avait des bons points, où il y avait des concours aux grandes écoles. Hein. Ben là, on va basculer dans le monde de la coopération, dans l'école de la coopération, où ce seront les élèves qui vont s'enseigner les uns aux autres, et les profs auront d'autres rôles, ils vont plutôt poser des questions, ils vont plutôt stimuler les interactions d'une autre façon. Ben ça, cette coopération-là, elle est déjà en émergence. Pensez aux écoles Freinet, Montessori, Stromberg en Finlande, et donc ça marche très bien. Enfin, il y a vraiment plein d'exemples où ça marche très bien. Donc on est là aussi en train de basculer dans ce monde-là. Donc en fait, j'ai qu'un message ce soir, qui est tout simple. C'est que dans un monde fluctuant, il faut basculer de la performance à la robustesse. Alors, c'est évidemment, ce n'est pas du 100%. C'est qu'il va falloir trouver un nouvel équilibre. Il ne faut pas complètement abandonner la performance. Mais vous voyez, c'est un petit peu comme la fièvre chez les êtres vivants, enfin chez nous. On peut s'autoriser la performance, mais il faut que ce soit transitoire, il faut que ce soit l'exception. Dans un monde fluctuant, c'est l'inverse, il faut plutôt faire de la robustesse. Alors, je vais juste terminer avec une ouverture, parce que cette histoire de robustesse, ça va bien au-delà de la seule question des êtres vivants ou de la question socio-écologique. C'est nous aussi, nos façons de communiquer les uns avec les autres. Alors, je sais que les avocats communiquent beaucoup, écrivent beaucoup. Les modes de communication que nous avons développés, ce sont des modes de communication robustes, qui ne sont pas performants. C'est pareil. C'est ça qui a été sélectionné au cours de l'évolution du langage. Donc là, par exemple, je prends l'exemple de l'écriture. Quand on écrit à la main, on n'écrit pas comme un traitement de texte. On n'écrit pas en Times New Roman, taille 16, quoi. On écrit comme on écrit, voilà, c'est un petit peu bancal, il y a des erreurs, etc. Mais qu'est-ce que ça permet, ça? Ben, en fait, ça permet qu'on autorise tout le monde à avoir un peu de jeu dans les rouages. Donc, en fait, tout le monde peut se comprendre, même si ce n'est pas parfait. Si je vous le dis autrement, ce qui fait qu'une communication est effective, ce n'est pas sa précision. C'est son imprécision qui la rend universelle. Ben, ça, c'est de la robustesse. C'est de la robustesse construite sur une contre-performance. Et là, c'est la même chose sur ce texte. Alors, ceux qui sont au premier rang, peut-être que vous pouvez lire, je ne pense pas que les autres pourraient. Mais là, il y a un texte où il y a des mots qui sont illisibles. Hein. Mais en fait, on peut le lire, ce texte. Vous confirmez, hein. On peut lire le texte. Voilà, bah, en fait, on a inventé des syntaxes, une grammaire, qui fait qu'en fait, on autorise les typos, les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe, on peut lire. Bah, ça, c'est un texte qui est robuste, parce qu'en fait, on a développé des solutions robustes qui autorisent des erreurs. Ok, bah, je vais m'arrêter là. Alors, vous avez le tract, donc du coup, je n'ai pas besoin d'insister.
Mais si vous voulez faire un petit tour sur l'Institut Michel Serres, il y a aussi des ressources sur institutmichelserres.fr. Et je vous remercie. Et on peut continuer avec vous.